Françoise Thom, merci d'être avec nous. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous me connaissez. Je suis simplement Frédéric Jallat, professeur à ESCP, professeur affilié à Sciences Po, membre du comité directeur de l'IHEDN en charge des conférences, ce qui me ravit. Et je remercie Thierry Colombier, mon alter ego, de monter à chaque fois les conférences en question. Je voudrais également, puisqu'il s'agit de remerciements, remercier Joël François Dumont, qui, à la suite de sa conférence très intéressante sur l'Allemagne de l'après-Merkel, nous a mis en contact, Françoise et nous. Donc, merci Joël François, notre camarade, et merci Françoise d'être là. Alors, je tiens simplement à dire également que même si c'est de la prospective à très court terme, nous avions défini cette soirée il y a déjà 1 mois et demi ou 2 mois. Donc, si l'on avait voulu rêver d'être davantage dans l'actualité, nous n'aurions pas mieux fait. Françoise, merci d'être avec nous. Heureusement. Vous allez éclairer notre lanterne sur de votre vision experte autour de la crise entre la Russie et les Occidentaux. Je rappelle que vous êtes agrégé de russe, vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Paris 4 Sorbonne et vous êtes actuellement maître de conférences émérite. Vous avez publié de nombreux ouvrages, peut-être peut-on citer les 3 derniers, celui sur Beria, mais vous en avez écrit au moins 2, si j'ai bien compris, sur Beria, le Janus du Kremlin, publié aux éditions du CERF en 2013. Comprendre le poutinisme, c'est encore plus d'actualité, publié chez Desclés de Brouwer en 2018. Et enfin, votre dernier opus, La marche à rebours, publié aux éditions Sorbonne Université Presse l'année passée. Voilà, donc Françoise, nous sommes absolument ravis de vous rencontrer. Merci de votre vision, une fois encore experte. Merci de votre générosité et de votre temps. On va vous laisser vous exprimer sans vous interrompre. Et puis ensuite, nous allons échanger autour de cette question brûlante qui nous amène à vous rencontrer ce soir avec très grand plaisir. Merci encore. Merci. Je vais donc évidemment aborder l'offensive russe en Ukraine et tout ce qui est autour des événements récents. Beaucoup d'observateurs étrangers occidentaux ont été surpris de l'attaque de Poutine envers l'Ukraine, même si évidemment on s'inquiétait des manœuvres russes. Mais la plupart des observateurs étaient sceptiques et se sont étonnés en apprenant la décision de Vladimir Poutine. En effet, nombre d'entre eux considéraient Vladimir Poutine comme un pragmatique. Et j'ai souvent entendu ça dans les médias. Comment est-ce que Vladimir Poutine, lui qui était encore une fois, qui avait l'air si terre-à-terre, pragmatique, occupé à gagner de l'argent, à défendre les intérêts de la Russie, comment a-t-il pu prendre une décision aussi dangereuse? Alors la thèse qu'on a mise en avant, qui est souvent mise en avant, encore une fois dans les médias, c'est que Poutine s'étant isolé pendant le Covid, il a perdu le sens des réalités, il est devenu paranoïaque et que sa décision d'attaquer l'Ukraine découle de cet état d'esprit. Alors, à mon avis, cette thèse ne tient pas la route. Si l'on examine la politique passée du président russe, il faut remonter en amont. Et à mon sens, la politique de Poutine a été dès le début irrationnelle. Alors Poutine est rusé, hein, c'est un homme du KGB, et on a souvent pris cette ruse pour du pragmatisme, mais c'est pas la même chose. Mais encore une fois, dès le début, il était inspiré avant tout par une volonté de revanche et de toute puissance qui apparaissait dans ses déclarations dès l'année 2000, hein, dès qu'il est arrivé aux commandes.
Si l'on regarde ce qu'il a fait, des énormes revenus de l'État russe pendant les années fastes, hein, les années 2000, où la Russie a été littéralement inondée de pétrodollars, eh bien, à quoi les a employés Poutine? Il a construit un immense appareil policier, il a construit une armée, il s'est constitué tout un arsenal militaire. Finalement, bon, la population russe a bénéficié, bien sûr, de cette manne, mais il n'a pas profité de tous ces pétrodollars pour construire une économie indépendante de ses revenus pétroliers. Et au contraire, il a encore une fois consacré la plupart de ses revenus à cette politique de puissance. C'était la priorité. Et je rappelle, alors là encore, il faut remonter en amont. Je vous rappelle un peu l'état d'esprit de ceux qui l'entouraient. Par exemple, Dimitri Rogozine, qui était à l'époque président de la Commission des Affaires étrangères de la Douma, qui disait dès 2001 à Lord Robertson, ce n'est pas à l'OTAN de s'étendre vers l'Est, c'est à la Russie de s'étendre vers l'Ouest. En 2004, un conseiller du Kremlin déclare crûment que le président russe, je cite, ne pardonnera pas la prise de contrôle par l'Occident de l'Ukraine, déjà en 2004. En 2004 aussi, on peut lire dans une publication assez proche du Kremlin, le journal indépendant, les pays occidentaux dont la dépendance énergétique à l'égard de Moscou ne fait qu'augmenter vont être obligés d'accepter l'influence militaire, politique et économique croissante de la Russie sur le territoire de l'ex-URSS. Donc, vous voyez déjà ces accents, c'est juste des petits exemples pris au hasard, hein, et il y en a beaucoup d'autres, et qui montrent déjà l'état d'esprit du cercle dirigeant du Kremlin au début du règne de Vladimir Poutine. Alors on nous dit aussi très souvent, enfin plus rarement aujourd'hui, mais c'était un thème très courant il y a quelque temps, que l'Occident n'a pas su saisir la main tendue par Poutine au début de son règne, justement au début des années 2000. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'attitude russe a changé en fonction non pas des prétendues rebuffades de l'Occident, tout à fait discutable d'ailleurs, mais de l'évolution de la perception du rapport de force avec les Occidentaux. La dégradation des relations avec l'Occident accompagne l'envol des prix du pétrole et le démarrage de l'économie russe. C'est-à-dire que Poutine s'enhardit au fur et à mesure que ses caisses se remplissent. On peut dire que Poutine et son cercle ont préparé la guerre au moins depuis 2007. Le projet d'un affrontement avec l'Occident est présent depuis 2000, enfin est explicite depuis 2007. Je rappelle qu'en août 2007, un mini sous-marin russe avait planté un drapeau au fond de l'océan sous le pôle Nord pour renforcer les revendications de Moscou sur ses fonds marins. Et quelques jours plus tard, l'amiral Mazorine, qui commandait la marine russe, a annoncé des plans ambitieux pour étendre la principale base du pays en mer Noire et établir, je cite, une présence permanente en Méditerranée orientale depuis pour la première fois depuis la guerre froide. Et c'est aussi à l'été 2007 que Moscou a repris ses vols de bombardiers stratégiques en renouant avec une tradition de la guerre froide, héritée de la guerre froide. Et puis, nous avons évidemment le démembrement de la Géorgie en août 2008, qui va prodigieusement enhardir Poutine, puisque la réaction occidentale est très faible devant la quasi-annexion des provinces géorgiennes, des deux provinces géorgiennes.
Avec l'adoption en septembre 2008, justement en liaison avec ces événements et aussi la faiblesse de la réaction occidentale, l'adoption d'une nouvelle doctrine militaire qui déclare, je cite, « La guerre peut éclater subitement et devenir tout à fait réelle. Des conflits locaux larvés, qu'on appelle parfois conflits gelés, peuvent se transformer en véritable conflagration militaire. Un système garanti de dissuasion nucléaire répondant à diverses circonstances militaires et politiques doit être mis en place d'ici 2020. 2020, cette date est importante. Donc, vous avez, à partir de là, sous les auspices du gentil Medvedev, un gigantesque programme d'armement de la Russie qui est lancé avec la coopération, bien sûr, des Occidentaux. C'était probablement une des raisons du dégel de l'époque de Medvedev. Medvedev qui déclare le 30 septembre 2008 « Aujourd'hui, la Russie s'affirme toujours plus résolument dans les sphères économiques, politiques et militaires. Beaucoup ne s'en réjouissent pas. Certaines forces dans le monde voudraient nous voir faibles. Certaines forces ne nous pardonneront pas l'intervention en Géorgie. Mais peu importe, la Russie doit être forte et grande ou elle ne sera pas. Elle est trop tentante pour les autres qui jettent des regards pleins de convoitise sur notre territoire, sur nos richesses naturelles, sur nos possibilités, etc. » Donc ça, c'est un thème très important qui revient constamment aussi dans la bouche de Patrouchev et de Poutine lui-même, c'est que tous les pays étrangers convoitent la Russie et complotent pour mettre la main sur ses richesses. Et puis, on a aussi le fameux discours de Munich de 2007 où Poutine, en quelque sorte, défie ouvertement les Occidentaux, les Américains. La Russie en a plus qu'assez des humiliations, des atteintes constantes à ses intérêts, et à partir de maintenant, ces intérêts prévaudront. Donc voilà, les propos de Poutine aujourd'hui ne sont pas très éloignés de tout ce que je viens de vous citer. Donc, la Russie se prépare à la guerre. Elle a mis toutes ces années parce qu'elle a dû se remettre du choc de l'effondrement de l'Union soviétique. Et 2020 était en quelque sorte la date prévue par le Kremlin pour lancer l'épreuve de force avec les Occidentaux. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la pandémie du Covid et évidemment, toute cette affaire a forcé Poutine à différer l'exécution de ses plans. Mais en 2021, Poutine estime que le rapport de force a suffisamment évolué en faveur de la Russie pour qu'il soit en position de faire chanter les Occidentaux avec succès. Et il entreprend donc je cite Sergei Karaganov, se tailler une position dans le nouvel ordre mondial par la destruction créatrice. Belle formule. Voilà. Donc, ce qui a servi en quelque sorte de déclic, c'est l'achèvement du Nord Stream et la débâcle américaine en Afghanistan, à Kaboul, qui lui donne à penser que les États-Unis sont faibles et prêts à refluer partout dans le monde, tandis que les Européens, eux, seront contrôlés par leur dépendance au gaz russe. Il suffisait de lire la presse russe depuis le printemps 2021 pour comprendre que l'achèvement du Nord Stream était vraiment perçu comme un basculement géopolitique en faveur de la puissance russe. Donc, ce qu'imaginait Poutine, c'était Gazprom fermant ses robinets et la pénurie en gaz mettant les Européens à genoux, tandis que l'Amérique serait paralysée par l'affrontement avec la Chine. Donc, les circonstances étaient hautement favorables à ses yeux et le monde occidental était mûr pour une redistribution radicale du pouvoir en Europe qui donnerait à la Russie une position hégémonique sur le continent. C'était ça l'idée en 2021.
Et c'est là qu'il faut chercher l'origine de cet ultimatum lancé le 17 décembre dernier, hein, qui exigeait un recul de l'OTAN sur ses positions de 1997, hein, donc avant l'élargissement, sous peine de mesures militaires prises par la Russie. Donc il y avait un chantage déjà évident dans cet ultimatum lancé par Moscou aux États-Unis et à l'OTAN. Et c'est ainsi que Poutine a mis le pied dans cet engrenage dont nous voyons la suite aujourd'hui. Il me semble, à lire la presse russe et à écouter les propagandistes russes à l'époque, donc en décembre et en janvier, le président russe était pratiquement certain que les Occidentaux allaient flancher devant ce chantage. Alors, pourquoi cette erreur de calcul? Tout simplement parce que Poutine se représente les pays occidentaux comme la Russie. Il voit en face de lui des leaders faibles et comme lui-même se considère comme un homme fort, doté d'une volonté puissante, il pense que la Russie a un avantage indiscutable. Il ne voit pas que les pays occidentaux fonctionnent différemment. Il pense que l'Occident n'ayant que des chefs faibles, eh bien tous les pays occidentaux allaient céder. Tout simplement parce qu'il ne voit pas que les pays démocratiques tiennent avant tout, non pas par leurs chefs, mais par leurs institutions, non pas par le leadership, encore une fois, mais par ces institutions démocratiques, et qu'ils ont à leur disposition d'immenses moyens. Il ne prend pas en compte notamment la force de l'opinion, ou à moins qu'il ne se soit fait une idée exagérée des capacités du Kremlin à la manipuler. Ça, c'est aussi possible que ses agents lui aient dit oh, bah, de toute façon, on a les médias occidentaux, on peut les influencer, les hommes politiques, c'est pareil, etc. Donc, Poutine s'est trompé une première fois. Il a certainement été surpris de la fin de non-recevoir qui a été opposé à son ultimatum, donc en janvier. Et il est obligé, donc à partir de là, il s'est senti obligé de marquer le coup puisqu'il avait menacé. Il fallait éviter de perdre la face. Et ça, c'est très important dans la mentalité des hommes du Kremlin. C'est une mentalité proche de la pègre, hein, il faut bien le dire. Donc, l'important pour lui, c'était de ne pas perdre la face. On lui avait refusé son ultimatum qu'il avait annoncé à grand bruit en Russie dans tout un vacarme de propagande. Et là, il risquait de perdre la face. Et à partir de là, il décide de lancer son opération spéciale en direction contre l'Ukraine, dans l'idée que l'Ukraine serait facile à briser, qu'il aurait sa petite guerre victorieuse, et que, au fond, l'Ukraine qu'il perçoit dans sa représentation un peu paranoïaque, même très paranoïaque, comme un instrument de l'Occident pour démolir la Russie, et bien que cette Ukraine pourrait être transformée en instrument de déroute de l'OTAN, hein, tout simplement. Et c'est, au fond, dans son idée, les Occidentaux allaient voir à quel point la Russie est puissante et ils seraient obligés de se soumettre. Alors, ma partie suivante va traiter de la question des erreurs qu'a commises Poutine, pourquoi il s'est fourvoyé, en quoi il s'est fourvoyé, et on va voir qu'il a au fond été victime des mécanismes même du système qu'il a mis en place. Exactement comme les autocrates qui l'avaient précédé sur le trône de Russie ont pu l'être. Je vais citer quelques exemples, et pour les mêmes raisons. Mais on va d'abord voir donc les erreurs
l'Ukraine. La première, c'est une mauvaise évaluation de la situation militaro-politique de l'Ukraine elle-même. Poutine était persuadé, dur comme fer, que les Ukrainiens n'étant pas une nation, que l'Ukraine était un État raté, un failed state. Il était en plus désinformé par le parti pro-russe en Ukraine, notamment par son favori Medvedchuk, le chef du parti pro-russe, qui l'assurait à l'envi que l'armée russe serait accueillie avec des fleurs par les Ukrainiens. Il pensait donc qu'avec l'entrée des troupes russes, le régime politique de Kiev s'effondrerait comme un château de cartes. Et bien entendu, son attente a été trompée, puisque c'est le parti pro-russe qui s'est évaporé dès le début de l'offensive de Moscou. Dans cette affaire, Poutine s'est laissé prendre par sa propre mythologie, selon laquelle le peuple ukrainien était opprimé par une poignée de nazis à Kiev, et que dès que l'armée russe secourable lui tendrait la main, il se soulèverait et se débarrasserait des nazis de Kiev, brûlant de revenir à la mère patrie. Donc, ce sont ces schémas pseudo-historiques qui sont à l'origine de cette erreur de calcul. Pour lui, l'Ukraine, il l'a dit maintes fois, n'est qu'un artefact, un objet artificiel fabriqué par les ennemis de la Russie, fabriqué par Lénine, fabriqué par l'Empire austro-hongrois qui soutenait la Galicie. Et il n'est pas sorti de cette conception, et il n'a pas vu que l'Ukraine, sous Poroshenko et sous Zelensky, après l'annexion de la Crimée depuis 2014, l'Ukraine a créé un véritable État qui s'est montré fonctionnel, on le voit tous les jours aujourd'hui. De même, il s'est trompé sur Zelensky, qu'il prenait pour un clown et un faible, et qui s'est avéré en fait beaucoup plus robuste et plus patriote que Poutine ne l'avait escompté. En fait, en plus, il s'est trompé sur l'état d'esprit de l'Est de l'Ukraine. En fait, il y a eu, on le voit aujourd'hui aussi, une évolution dans le reste du Donetsk, parce que les enclaves séparatistes n'occupent pas toute la province du Donbass. Le reste de ces provinces a subi, on peut dire, l'influence des enclaves séparatistes qui sont devenus des repoussoirs. Ils préféraient vivre comme des Ukrainiens, bien que russophones, ils se sont sentis citoyens d'Ukraine beaucoup plus que Poutine ne pensait. Poutine pensait que les russophones automatiquement étaient pro-russes, mais ce n'est pas le cas. En Ukraine, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont russophones. Zelensky était dans ce cas-là, il ne parlait pas ukrainien au début, et ces russophones peuvent être de vrais patriotes ukrainiens, comme on le voit encore une fois aujourd'hui à Kharkov et ailleurs. Donc là, il y a une erreur de Poutine, et une erreur gravissime, puisque au fond, son opération spéciale, elle a réussi à souder l'Ukraine comme elle ne l'avait jamais été. C'est Poutine qui a fabriqué vraiment la nation, la nation ukrainienne existait avant, mais c'est Poutine qui l'a poussée à se cristalliser. Et ça, il ne s'en rendait pas compte. Alors, la cause de cette erreur d'appréciation, elle a été formulée par un historien russe qui s'appelle Nikolai Vlasov, qui a remarqué que la réflexion russe sur la politique étrangère, tant au niveau du citoyen lambda qu'au niveau des experts, tient à une attitude arrogante et condescendante envers tous les États qui sont sensiblement plus petits et plus faibles que la Russie. La Russie n'est pas capable
dit Nikolai Vlasov, de leur reconnaître le droit d'avoir une volonté propre, de défendre leurs intérêts propres, et leur signifie que les relations internationales, c'est, comme il dit, pour les grands, et toi, le nain, tu n'as rien à y faire puisque tu n'y entends rien. Et c'est exactement ça, cette attitude-là, qui n'est d'ailleurs pas réservée uniquement à l'Ukraine, elle a été exprimée très clairement par les Russes à l'égard de la France ou de l'Allemagne. On veut discuter avec les Américains parce qu'eux comptent, ils ont un arsenal, et vous qui n'avez pas d'armes, qui n'avez pas d'armée digne de ce nom, on ne va pas perdre notre temps avec vous. C'est tout à fait ça. Donc c'est une attitude qui est vraiment enracinée au sein des cercles dirigeants russes, et bien sûr qui nourrit l'hostilité des pays concernés et les soupçons des pays concernés à l'égard de Moscou. Voilà. Donc voilà pour la première erreur de Poutine, la mauvaise évaluation de la situation en Ukraine. Deuxième erreur, c'est une mauvaise évaluation du potentiel militaire de l'armée ukrainienne, alors qui découle bien sûr de tout ce que je viens de dire. Le souvenir de l'annexion de la Crimée qui a été faite pratiquement sans combattre en 2014, la déroute des forces ukrainiennes à l'époque, je rappelle que ce sont des milices, finalement des milices constituées par les oligarques ukrainiens qui ont fini par stopper l'avance russe et empêcher la création de cette province de Novorossiya que la Russie voulait tailler à l'est et au sud de l'Ukraine. Mais le souvenir de cette période a évidemment joué un mauvais tour à Poutine et à l'état-major russe. À l'époque, et en 2014, il faut bien se souvenir que l'armée ukrainienne, sous Yanukovych, était complètement infiltrée, comme tout l'État ukrainien était infiltré par des agents russes. Et notamment les forces ukrainiennes en Crimée étaient totalement noyautées par des agents russes parce que la Russie préparait son coup depuis longtemps et avait commencé à noyauter, je crois, à partir de 2007 d'ailleurs, les forces ukrainiennes en Crimée. Donc là, la situation, les Ukrainiens ont appris quelque chose et la situation était très différente puisque, entre-temps, les Ukrainiens ont organisé une vraie armée et en 2022, donc maintenant, la résistance de l'armée ukrainienne a été une surprise totale pour Poutine, une très mauvaise surprise. Et à partir du 5 mars, là je suis un peu les médias russes, et c'est à partir du 5 mars que les médias russes commencent à reconnaître l'échec du Blitzkrieg initial, parce que l'idée c'était de lancer le Blitzkrieg et encore une fois d'arriver à Kiev en 3 jours. Et donc maintenant, au point où on en est, les Russes reconnaissent, je cite un vétéran des Spetsnaz, Sergei Kozlov, que la situation en Ukraine est loin d'être simple et la phase militaire active est encore loin d'être achevée. Bon, ils sont toujours très optimistes, mais Kozlov reconnaît lui-même, je cite, contrairement à une croyance largement répandue selon laquelle l'armée russe serait accueillie en Ukraine avec des fleurs, il n'en a rien été. Bon, donc là, on commence à reconnaître que les choses ne vont pas trop bien, pas aussi bien que prévu, en tout cas pour l'armée russe. Alors j'arrive à la troisième erreur commise par Poutine, c'est la mauvaise évaluation de la capacité de combat de l'armée russe. Là encore, Poutine a cru à sa propre propagande et aux rapports qui lui sont envoyés par l'état-major russe, qui lui étaient envoyés par l'état-major russe, qui vantait la puissance de l'armée russe, et par son propre ministre Shoigu, son favori Shoigu. Alors là, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer les précédents. Nicolas Ier, en 1854, au moment de la guerre de Crimée, à la veille de la bataille de l'Alma, qui eut lieu donc le 20 septembre 1854, le prince Menchikov, qui était commandant des forces russes, était si sûr de la victoire qu'il avait invité les habitants de Sébastopol à regarder la bataille depuis les hauteurs environnantes. Donc,
voilà déjà un exemple aussi de cette auto-intoxication. Hein. Ça a été un très rude choc pour Nicolas Ier de voir l'infériorité technique des troupes russes pendant cette guerre de Crimée. D'ailleurs, il en est mort. J'évoquerai aussi le précédent de Nicolas II, qui s'est engagé le cœur léger dans la guerre russo-japonaise en 1904, persuadé que l'armée russe ne ferait qu'une bouchée des macaques japonais, comme on les appelait dans la cour impériale. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas nouveau et c'est propre à l'autocratie russe. Poutine s'est imaginé que les rapports mirobolants que lui soumettaient ses subordonnés reflétaient effectivement la capacité de combat réel de l'armée russe. Et en fait, ce qu'a montré cette opération spéciale, c'est que l'armée russe reste quand même une armée un peu de la Seconde Guerre mondiale, malgré les armements plus modernes, hein, les armes de précision, mais on voit que ces armes de précision n'étaient pas si précises que ça, puisqu'ils n'ont même pas réussi à détruire complètement les pistes des aéroports ukrainiens dans leur première frappe, ce qui a été très utile aux Ukrainiens. En fait, et de plus en plus, au fur et à mesure que le temps avance, on voit que l'armée compte sur le nombre, hein, et non sur l'habileté stratégique. Le déploiement logistique a été calamiteux. La pénurie en armes et en approvisionnement sensible dès le 3e jour. Et là aussi, on pense à 1914. Hein, les analogies sont frappantes. Alors, à partir de là, évidemment, les choses n'ont pas tourné comme le souhaitait Poutine. Il voulait placer la communauté internationale devant le fait accompli. Il comptait sur la lenteur de réaction des Occidentaux. Il pensait que s'il arrivait à occuper Kiev en quelques jours, en 2 jours, les Occidentaux se contenteraient de protester, prendraient quelques sanctions symboliques comme en 2014, et puis qu'ensuite business allait reprendre comme d'habitude. Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. Hein. Le courage des Ukrainiens a réveillé l'Europe et les choses, à partir de là, vont tourner plutôt mal pour la Russie. Alors, j'arrive à la quatrième erreur commise par Poutine, c'est la sous-estimation de la force et de la solidarité de la réaction internationale. Et là encore, les cercles du Kremlin pensaient que les Occidentaux n'oseraient pas entrer en conflit ouvert avec la Russie, qu'ils avaient trop peur de la Russie et qu'ils étaient au fond résignés à perdre l'Ukraine. J'ai vu ça dans nombre d'articles de décembre, janvier 2021. Donc, Poutine ne s'imagine pas que les choses puissent changer en Occident. Il s'exagère son emprise sur l'Allemagne, un peu comme en 1854, Nicolas avait eu des illusions sur le soutien de l'Autriche. Là encore, il y a des analogies. Et finalement, Poutine a été littéralement abasourdi par l'ampleur des sanctions et la liste interminable des pays qui s'y étaient associés. Ça a été une surprise totale pour lui. Il n'a pas pris en compte qu'une guerre au cœur de l'Europe susciterait une réaction bien plus vive en Europe que ce qu'il pouvait imaginer. Et il n'a pas pris en compte non plus l'effet désastreux de ces déclarations selon lesquelles les siennes et celles de ses propagandistes, selon lesquelles il voulait détruire l'ordre européen de l'après-guerre froide. C'est ça qu'il n'a pas vu. Donc, voilà les erreurs qui ont été commises sur le plan diplomatique, si je puis dire. À cela, il faut ajouter une autre erreur, la surestimation de l'efficacité du chantage nucléaire, qui a eu un effet, on peut dire, plutôt
inverse. Hein. Je crois que ce sont aussi les menaces de Poutine, les menaces de l'utilisation de l'arme nucléaire qui ont persuadé les Occidentaux à lancer une guerre économique totale contre la Russie. Je crois que sans ces menaces nucléaires, ça n'aurait pas été le cas. Enfin, je me trompe peut-être. Et puis, sixième erreur, c'est la surestimation du succès de la politique de remplacement des importations mise en place depuis 2014. Poutine était persuadé que la Russie était prête à affronter la guerre économique. Elle avait des réserves gigantesques dans sa banque centrale. Ses fonctionnaires lui jetaient de la poudre aux yeux, toujours en vantant l'infrastructure financière indépendante de la Russie, les technologies de l'information, tout ça indépendant, encore une fois, autarcique de la Russie. Et il a pris pour argent comptant les rodomontades de ses ministres. Or, quelques jours après l'introduction des sanctions occidentales, on s'aperçoit déjà en Russie que le remplacement des importations était une fiction, hein, en fait, les magasins se dégarnissent très très vite, qu'il faut introduire le rationnement déjà à partir du 6 mars. Le rationnement est introduit dans les magasins d'alimentation, que la forteresse financière imprenable que Poutine avait cru bâtir, eh bien, finalement, elle s'est avérée parfaitement vulnérable, puisque le gel des avoirs de la Banque centrale par les Occidentaux empêche finalement cette Banque centrale d'intervenir sur le marché intérieur pour assurer la stabilité du rouble. Donc la Russie est largement privée de son bas de laine, longtemps accumulé. Elle a perdu les 2/3 de ses réserves, ce qui est vraiment un choc pour le gouvernement et pour Poutine. En plus, le président russe a surestimé l'aide que pouvait lui apporter la Chine, qui s'est montrée fort réticente. La Chine ne veut pas, comme en 2014 d'ailleurs, elle ne veut pas se brouiller économiquement avec les Occidentaux et devenir elle-même victime de sanctions, parce qu'elle aide la Russie à contourner les sanctions occidentales. Alors voilà le catalogue des erreurs commises par Poutine. Toutes ces erreurs ont une cause unique, je l'ai déjà ébauché, c'est le système autocratique russe. Poutine est entouré de quelques courtisans qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre et qui ont peur de lui communiquer de mauvaises nouvelles. Poutine n'utilise pas Internet, hein, comme vous le savez, donc il est renseigné par les rapports de ses ministres et de ses espions, qui ont tendance évidemment à exagérer les succès et à camoufler les échecs. Et donc, il n'a pas un tableau objectif de la situation. Ces espions lui disent qu'ils ont infiltré tous les cercles dirigeants des pays étrangers. Ses ministres lui disent que la Russie peut maintenant fonctionner en circuit autarcique. Ses militaires lui disent que la Russie a la meilleure armée du monde, la terreur de l'univers. Bon, voilà. Et c'est donc... c'est déjà très grave, évidemment, un dictateur isolé comme les Poutine et qui n'a pas de source d'information alternative. Mais en plus, Poutine, et là la situation est même plus grave qu'avec Nicolas Ier ou Nicolas II, c'est que Poutine est obsédé par le désir du remake historique. Il veut remonter dans le temps et rejouer la partie de la guerre froide en faisant gagner cette fois-ci la Russie. Il veut avoir son remake de la Grande Guerre patriotique, donc la Deuxième Guerre mondiale,
D'où l'insistance de la dénazification de l'Ukraine. Pour refaire un remake de cette grande guerre patriotique, il fallait lutter contre des nazis. Donc les dirigeants ukrainiens ont été qualifiés de nazis. Il voulait renouveler sous son règne l'exploit de la victoire sur le nazisme de 1945. Dans son imagination enfiévrée, aujourd'hui, dans celle de ses propagandistes, si vous regardez la télévision russe, c'est maintenant toute l'Europe qui est livrée au nazisme émanant de Kiev. Et la Russie affronte seule toute cette coalition nazie qui s'oppose à elle. Donc, Poutine voulait corriger l'histoire quand celle-ci s'était faite au détriment de la Russie et la répéter quand la Russie était sortie gagnante. Les prédécesseurs communistes de Poutine se contentaient de réécrire l'histoire, mais Poutine, lui, cherche à la refaire par la guerre. Et à mon sens, c'est ce révisionnisme historique obsessionnel qui le rend si dangereux pour la Russie elle-même et pour la communauté internationale. Alors, en conclusion, que peut-on dire pour revenir au rapport avec les Occidentaux? Durant la guerre froide, l'ambition des Occidentaux, c'était l'endiguement de l'URSS. La politique de rollback, proclamée sous Eisenhower, n'a jamais été sérieusement appliquée. On n'a jamais essayé de faire reculer le bloc communiste. On a plus ou moins accepté la division de l'Europe, en tout cas à partir de 1954. Aujourd'hui, à cause du chantage nucléaire de Poutine et de ses comparses, les Occidentaux souhaitent véritablement la chute du régime, beaucoup plus qu'ils n'ont jamais souhaité la chute du régime communiste, parce qu'ils sentent un danger réel, alors un danger existentiel, on peut dire, émanant de ce régime. Et c'est donc pourquoi ils ont, encore une fois, adopté toutes ces sanctions qui vont être lourdes pour les économies occidentales, raison pour laquelle Poutine n'y croyait pas non plus. Et en conclusion, on peut dire que la tentation va être forte de relâcher la pression de ces sanctions à la moindre concession du Kremlin. Mais il faut se souvenir que tant que l'autocratie de Poutine demeure en place, Moscou fera peser une menace sur la communauté internationale et notamment sur l'Europe. Alors si, comme on le pense souvent et que je n'exclus pas du tout, une révolution de palais a lieu et chasse Poutine, il faudra bien s'assurer, avant de lever les sanctions, que les successeurs de Poutine mettent en œuvre une vraie dépoutinisation et pas une dépoutinisation Potemkine. Une vraie dépoutinisation, ça veut dire l'introduction d'institutions véritablement représentatives en Russie. Ça veut dire la décentralisation, la fédéralisation, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, l'abandon du matraquage chauvin dans les médias. Et en politique étrangère, ça veut dire la restitution aux pays de l'étranger proche des régions volées par le régime poutinien. Ce sont là les critères d'une véritable dépoutinisation à partir de laquelle on pourra revenir à des relations normales avec la Russie. Mais tant que ces conditions ne sont pas remplies, il faut rester extrêmement vigilant. Et c'est là-dessus que je vais terminer parce que je vois qu'il faut laisser un peu de temps pour la discussion. Merci beaucoup, Françoise, de cette lecture extrêmement complète, historique et renseignée, bien évidemment. Il y a énormément de questions. Je vais peut-être abuser de mes privilèges pour vous poser les questions les plus générales d'abord, pour aller ensuite vers des questions beaucoup plus techniques ou beaucoup plus spécifiques. La première question, si je puis me permettre, Marie-Def,
Elle nous pose la question de comment voyez-vous la sortie de cette crise, et notamment pour que Poutine n'en sorte pas humilié, ce qui pourrait le rendre dangereux. Oui, c'est ça tout le problème, hein, parce que pour qu'il ne sorte pas humilié, il faut lui donner l'Ukraine en pâture. Et tout le problème est là. Euh, alors la question, c'est de savoir si Poutine tient avant plus que tout à conserver le pouvoir. Il peut être forcé à commencer à mettre de l'eau dans son vin, et on a un peu l'impression qu'on s'oriente vers cela quand on voit qu'il a cessé de mettre comme condition à la paix en Ukraine la dénazification. La dénazification a disparu dans la nature. Alors maintenant, c'est la reconnaissance de l'annexion de la Crimée et des républiques du Donbass. On ne sait pas trop dans quelles frontières, ça c'est fondamental, hein, parce que est-ce que ce sont les enclaves qui existaient jusqu'à présent, ou est-ce que c'est toute la région orientale de l'Ukraine et la rive de la mer Noire que Poutine exige. Voilà, ça. Est-ce que les sanctions sont très durement ressenties en Russie? On le voit malgré la censure, hein, parce que les médias sont tellement censurés qu'il est vraiment difficile maintenant de savoir ce qui se passe. Mais est-ce qu'il peut y avoir des pressions suffisantes sur Poutine pour qu'il lâche du lest, ou est-ce qu'au contraire, par fureur et par dépit, il va procéder à l'escalade? C'est difficile à dire. Par tempérament, oui, c'est plutôt l'escalade. Moi, je craindrais plutôt l'escalade, le recours à l'arme nucléaire, une arme nucléaire tactique. Je pense que c'est nullement exclu. Mais si Poutine a peur de perdre le pouvoir, a peur qu'une telle décision puisse entraîner sa destitution, alors il va être obligé là, pour lui, c'est quand même l'essentiel, c'est quand même de rester au pouvoir. Et là, je ne suis pas malheureusement suffisamment au courant des intrigues du Kremlin pour répondre à cette question. De tempérament, je miserais, j'ai tendance à croire que Poutine préférera l'escalade, parce qu'il est constamment animé par ce sentiment de vengeance. Maintenant, il est certainement fou furieux de la manière dont les choses se passent, et il va vouloir se venger. Mais est-ce qu'il a suffisamment d'instinct de conservation personnelle pour s'arrêter dans cette voie? C'est possible aussi. Mais je ne peux pas vraiment répondre. D'accord. François, si vous me permettez, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Je vais citer des gens qui sont pourtant américains. Vous les connaissez probablement mieux que moi, mais des académiques comme Vladimir Posner ou John Mearsheimer. Il y a deux vidéos que j'ai regardées de bout en bout qui sont quand même fascinantes et intéressantes dans le contexte actuel. Donc, la première, celle de Vladimir Posner, j'ai dit que c'était un académique. En fait, il a été invité par les universités américaines, mais c'est un journaliste et qui est d'ailleurs, je crois, binational, à la fois russe et américain, dont la vidéo s'appelle « How the US Created Vladimir Poutine ». En disant que finalement, l'Occident qui avait gagné la guerre froide, on peut dire même plutôt les États-Unis, que l'Occident n'avait pas été très gentil avec les Russes et avait un peu traité les Russes de manière, comment dirais-je, indélicate, ce qui a pu créer aussi ce sentiment de frustration et même finalement la désignation ou l'élection de Poutine à la tête de la Russie. Que pensez-vous de cette théorie, finalement, de l'humiliation, ce qui a été... J'ai beaucoup écrit sur le sujet, je suis extrêmement sceptique. D'ailleurs, je pense d'abord que la Russie a été traitée avec beaucoup d'égards par les Occidentaux. Elle a
bon, elle a été admise au Conseil de l'Europe, elle a été admise au G7, la question yougoslave a été traitée à travers un groupe de contacts donc, qui incluait la Russie. Les griefs, évidemment, la propagande russe et celle de Poutine ne cessent de nous faire un catalogue de griefs qui remonterait pratiquement au sac de Constantinople par les croisés. Hein. Les griefs historiques sont absolument inépuisables, donc je crois que ça a très peu à voir avec la politique réelle de ces années 91, 92, si c'est de ces années-là dont il est question. Par contre, il faut bien se souvenir que les États-Unis étaient réticents à l'élargissement de l'OTAN très longtemps, que ce sont les demandes des pays d'Europe centrale et orientale qui ont fini par faire céder Bill Clinton, qui hésitait beaucoup. On avait essayé de mettre en œuvre le partenariat, la formule du partenariat pour la paix, justement pour répondre aux attentes de sécurité, mais sans exclure la Russie. Encore une fois, on a fait preuve de beaucoup je dirais, on a multiplié les concessions aux soi-disant préoccupations russes pour leur sécurité. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que l'OTAN n'a jamais été pris au sérieux comme danger militaire par la Russie. La Russie s'est opposée à l'élargissement de l'OTAN parce que ça la privait de moyens de pression et de chantage sur les pays qui entraient dans l'OTAN. C'était ça la principale objection de la Russie. Ce n'est pas la menace militaire. Les spécialistes russes eux-mêmes l'écrivaient, que l'OTAN ne représente aucune menace militaire. Tout ça, c'était de la propagande mise en avant, et c'est encore vrai aujourd'hui. L'OTAN était en fait tout à fait méprisée par... je me souviens avoir vu des phrases de Rogozine là-dessus, parfaitement méprisantes à l'égard de l'OTAN. Donc, ça n'est pas ça. Ce qui était en jeu, c'était l'emprise de la Russie sur l'Europe centrale et orientale, et ça, encore une fois, sa capacité de chantage. Hein. Et ces pays ont demandé l'adhésion à l'OTAN de façon de plus en plus insistante, parce que la politique intérieure russe était inquiétante dès 1993. Il faut bien se souvenir qu'au moment où le Parlement russe a été chassé à coups de canon par Boris Yeltsin, Zhirinovsky a fait plus de 10% des voix. Il a obtenu plus de 10% des voix. Il a fait une carrière de météore. Et le programme de Zhirinovsky, c'était vitrifier les pays baltes, hein, déjà à l'époque. Il parlait d'envoyer la bombe atomique sur les pays baltes et de partager la Pologne. Il faisait sa campagne électorale là-dessus. Alors évidemment, les pays concernés regardaient la télévision russe, ils voyaient la montée de ce nationalisme outrancier qui était anti-Yeltsin, mais qui montait de façon irrésistible, et que finalement dont Yeltsin a emprunté beaucoup de thèmes à partir de 1993. Les choses étaient loin d'être aussi claires qu'on ne le pense en Russie. Et c'est ça qui a déterminé la volonté d'adhérer à l'OTAN de ces pays. Et on voit aujourd'hui qu'ils avaient parfaitement raison de le faire. Alors, l'humiliation de la Russie, c'est vraiment un des thèmes qui a été employé par la propagande russe pour paralyser la volonté de résistance occidentale aux empiètements de plus en plus considérables du Kremlin. Pierre, un peu dans cette perspective, vous demande si, de votre point de vue, les Occidentaux, dans la négociation qui va peut-être avoir lieu, sont prêts à céder le Donbass et la Crimée, définitivement. Et j'ajouterai également, excusez-moi Françoise, j'ajouterai en prolongement de la question de Pierre le fait que est-ce que cet accès aux mers chaudes est un fantasme ou est-ce que c'est véritablement une condition sine qua non pour la Russie
Il faut penser aux conséquences pour l'Europe de cette expansion russe, étant donné ce qu'il y a derrière. Et on voit que la Russie ne raisonne pas du tout dans nos termes européens, nos termes comment dire, post-moderne, qu'elle n'hésite pas à agir par la force, tout simplement. Et donc, je crois que désormais, les Européens doivent prendre cela en compte et essayer de pratiquer l'endiguement, tout simplement. Alors, concernant les régions en question, c'est aux Ukrainiens de décider. C'est quand même pas à nous de décider à leur place. Ils ont versé beaucoup de sang pour éviter le démembrement de leur pays. C'est à eux de décider. Ce n'est pas aux Occidentaux de les inciter à le faire. Et justement, pour ce qui concerne la Crimée, quand on regarde en fait les images, ça s'est relativement bien passé. Je veux dire, il n'y a pas eu de sang versé. Vous disiez que en fait, les services étaient totalement infiltrés et que finalement, la chose s'était, elle, passée fort bien, fort vite. Mais est-ce que finalement, les populations n'étaient pas plutôt d'accord et prêtes? Oui, en Crimée, oui. Mais c'est pas le cas c'est plus le cas du Donbass, de l'ensemble du Donbass. On le voit très bien. Elles résistent, les populations qui ne font pas partie de ces enclaves. Donc là, c'est la Russie n'avait réussi à détacher qu'à peu près un tiers de la surface, de la superficie du Donbass. Donc les 2 tiers restants, eux, ils ont combattu. C'était pas une promenade pour les Russes de les conquérir. Et c'est donc là encore, tout dépend effectivement de ce que vont. Si les Russes exigent l'ensemble, encore une fois, de cette province et l'accès à Mariupol, Odessa, là, qu'est-ce qui restera à l'Ukraine? Pas grand-chose. Alors, je vois que nous avons parfois les mêmes les mêmes références ou les mêmes lectures. J'avais cité John Mearsheimer, dont la vidéo s'intitule Why is Ukraine the West's fault? Et Sylvain dit l'idée ou le souhait d'une zone tampon de cet académique, pour le coup, d'une zone que l'Ukraine serait, d'une zone neutre, avancée par certains chercheurs américains, dont le John Mearsheimer dont nous parlons. Est-ce qu'elle est viable de votre point de vue? Neutre au sens finlandais? Oui. Je pense que ce n'est pas possible, tout simplement parce que pour Poutine, l'Ukraine fait partie du monde russe, ce qui veut dire qu'elle n'a pas le droit de choisir sa politique intérieure. Elle n'a pas le droit d'avoir une histoire particulière, par exemple. Elle doit pas contrôler ses médias. C'est à la Russie, c'est ce qui s'est passé sous Yanukovych. Les manuels d'histoire étaient rédigés par des pro-russes et représentaient les points de vue russes. Donc, je crois que la solution finlandaise est un leurre. Ce que veut Poutine, c'est vraiment déseuropéaniser l'Ukraine. C'est l'Europe qu'il combat dans l'Ukraine. Au fond, ce n'est pas tellement les enjeux géopolitiques qui comptent, c'est le fait que l'Ukraine ait fait le choix de se tourner vers l'Europe. Et pour Poutine, au fond, il dit bien que la sécurité de la Russie est en jeu, et ce n'est pas d'un point de vue militaire, c'est la sécurité de son régime qui est en jeu. Il a peur de la contagion d'un pays libre à ses frontières. Il ne veut pas de pays libre à ses frontières. Donc, il ne laissera pas tranquille l'Ukraine, même s'il prétend maintenant accepter une Ukraine neutre, etc. Il ne la laissera pas tranquille. Il va vouloir faire tomber le gouvernement et mettre un parti pro-russe, soit Yanukovych, soit un autre, mais un parti pro-russe au pouvoir. Ça, c'est vital pour Poutine. Encore une fois, il ne faut pas confondre les enjeux géopolitiques avec cet enjeu-là qui est beaucoup plus profond et plus important aux yeux de Poutine, c'est justement le choix de l'Europe
fait par le choix de civilisation, en fait. Parce que la Russie prétend être une civilisation à part. Et l'Ukraine refusait justement cette civilisation. Elle voulait se tourner vers l'Europe. Et c'est ça qui a suscité la haine, une haine absolument inextinguible de chez Poutine. Pour me faire à nouveau l'avocat du diable, vous dites pas de voisins immédiatement libres, démocrates. Quand on voit les pays baltes, dont vous avez dit qu'on souhaitait, ou du moins certains, d'ailleurs tenant de ce qu'on appelait de mémoire l'opposition rouge-brune, donc là aussi, Oui, c'est ça. il devait Oui. y avoir quelques nazis dans le périmètre, en tout cas néo-nazis. Est-ce que finalement, 2 des 3 pays baltes ont des frontières communes avec la Russie? Et apparemment, ça a été à peu près accepté, ça. Qu'est-ce qui est Oui, spécifique parce à qu'ils sont, l'Ukraine? c'est accepté, mais si la Russie remet la main sur l'Ukraine, les pays baltes risquent d'être sur la sellette. D'ailleurs, ils ont très peur. Hein. C'est pas forcément accepté. Hein. C'est simplement une question d'étape. L'Ukraine est plus importante. Et puis les pays baltes, heureusement pour eux, ils sont membres de l'OTAN. Donc là, la situation est différente. Mais non, la Russie n'est pas tellement. Enfin, elle est révisionniste. Le but clair, c'est de revenir à 91, à 89. Hein, c'est très clairement dit par Poutine. Il veut rejouer la partie là, de la fin de la guerre froide et revenir à l'état antérieur. Donc les pays baltes sont aussi concernés. D'accord. Vous avez évoqué la Chine et son attitude plus ou moins neutre pour le moment. C'est vrai qu'on a pu lire des articles disant que finalement la Chine pouvait être instrumentale dans la partie engagée. De votre point de vue, est-ce que la Chine peut influencer Vladimir Poutine dans la suite de la guerre? Peut-être, si la Chine dit, si les Chinois disent à Vladimir Poutine, on ne va pas vous aider, on ne va pas vous aider à contourner les sanctions occidentales, ça peut effectivement l'influencer. Mais pour l'instant, toute cette affaire est tout à fait à l'avantage de la Chine. Hein, les Chinois, ils achètent le gaz et le pétrole russe à des prix cassés, on peut dire. Ils payent un dixième du prix. Déjà avant les événements d'Ukraine, ils payaient un dixième du prix de ce que paye l'Europe. Hein, donc, plus la Russie coupe les ponts avec le monde occidental, plus elle se lie, elle est pieds et poings liés face à la Chine. Et là, on voit à l'extrême. D'ailleurs, la folie de la politique de Poutine. J'ai toujours été étonnée des Occidentaux qui disaient que Poutine poursuivait les intérêts nationaux de la Russie, mais il n'y a pas de politique plus déraisonnable que celle qu'il mène, de se brouiller avec les Occidentaux et de se livrer à la seule puissance qui est intéressée à une expansion en Russie. Et de se livrer à cette puissance pieds et poings liés. C'est une. Je ne comprends pas qu'on ait admiré le côté stratège de Poutine et sa manière de, comme on disait, il défendait les intérêts nationaux russes. Je pense qu'il a fait tout l'inverse depuis 20 ans. Il fait exactement l'inverse de ce qui seraient les vrais intérêts nationaux russes. Est-ce que de proche en proche, justement, dans cette partie qui devient vraiment mondiale, les Américains ne sont pas très embêtés, justement, par le fait que la Russie bascule vers la Chine et que les Américains, relativement obsédés par la puissance chinoise, se disent que là, c'est un mauvais coup joué en rapprochant la Russie et surtout ses réserves énergétiques de la Chine, leur vrai ennemi. Oui, c'est sûr que l'alliance, mais je crois qu'il ne faut pas exagérer
l'importance du partenariat russe. Je crois que les Occidentaux ont beaucoup trop exagéré ce partenariat. La Chine ne devient pas une alliée de la Russie, elle ne le sera jamais. Elle lui mange la laine sur le dos et c'est tout. Elle utilise, on peut dire, sa bêtise pour en tirer avantage. Mais c'est tout, hein, c'est une relation de consommation, si je puis dire. Mais c'est pas une alliée. Et beaucoup de Russes s'en rendent d'ailleurs compte. Hein, et les relations sont loin d'être au beau fixe entre les deux, même si c'est l'affaire personnelle de Poutine. Cette alliance avec la Chine, c'est un projet personnel de Poutine qui n'a pas forcément l'adhésion même des cercles dirigeants russes. J'ai vu des articles très critiques sur cette inféodation de la Russie à la Chine. Mais c'est justement je dirais, un des points, une des idées fixes de Poutine, c'est la relation avec la Chine contre l'Occident, parce que la haine de l'Occident détermine tout pour lui. Alors là, je vais être très avocat du diable. Je vais Allez-y. avec des idées un peu osées à l'heure actuelle, mais est-ce qu'on n'a pas finalement tout de même l'impression que Poutine retient ses coups? Il le retient encore par rapport à la Syrie, par rapport à la Tchétchénie, par exemple. Vous voulez dire qu'il pourrait faire bien pire encore? Oui, oui, il pourrait être… Oui, je suis d'accord avec vous, il peut faire pire. Non, ça veut dire aussi que cette idée du blitzkrieg, elle aurait probablement pu être plus massive si, comme à Grozny ou en Syrie, l'aviation russe avait mis le paquet. On a l'impression… Oui, pardon. Oui, peut-être, mais vous savez avant d'attaquer l'Ukraine, il y avait eu de grandes manœuvres. Et il paraît qu'ils ont dépensé beaucoup de missiles. Ils n'ont plus assez de missiles. Hein. Ils arrivent à l'épuisement des stocks. Il faut voir ça aussi. Hein. Les munitions leur manquent. Alors, peut-être que cette modération dont vous parlez, elle est peut-être forcée tout simplement par l'épuisement des stocks. Ça, j'en sais rien. Je suis pas spécialiste, mais j'ai vu que en fait, il y avait de moins en moins de munitions. Il manque de tout, quoi. Donc, et puis il y a aussi peut-être les problèmes de logistique, mais je ne suis pas assez versée dans les questions militaires pour répondre. Mais c'est vrai qu'il pourrait faire pire et il pourrait employer l'arme nucléaire tactique, par exemple. Oui. Oui. Alors, dans la politique du pire, à la fois Françoise et l'un des autres participants disent que finalement le peuple russe a malheureusement pour lui un peu l'habitude de souffrir et de faire face à des épreuves majeures, preuve d'un courage exceptionnel. Est-ce que finalement cette politique européenne de contre va pas lui faciliter la tâche pour ce qui concerne museler son opposition, par exemple, et la démocratisation du pays? Est-ce que finalement, ce n'est pas contre-productif? Non, ça, je pense que c'est pas du tout contre-productif parce que d'abord, il n'a pas attendu les sanctions européennes pour museler le pays. La répression depuis 2020, la répression politique, justement en préparation de la guerre, on peut dire que le champ politique a été complètement bétonné, hein, il n'y a plus rien. Même les blogueurs même si on mettait un like, on pouvait être poursuivi pour un like sur Internet. Hein, c'est vraiment le champ politique était complètement bétonné avant les sanctions occidentales. Donc non, je pense au contraire que ces sanctions sont extrêmement pédagogiques parce elles font comprendre aux Russes ce que c'est que l'interdépendance, hein, et c'est pas mal qu'ils commencent à comprendre ce que c'est que l'interdépendance. Elles vont leur faire comprendre que l'autarcie, c'est pas très agréable, hein, de manger des pommes de terre et
et du chou fermenté tous les jours, alors qu'avant on avait de la mozzarella et, et du jambon espagnol. Non, ça, je pense que c'est au contraire très pédagogique et c'est une très bonne chose. Ces sanctions vont être... La fermeture du McDonald's a provoqué une vraie tempête. J'ai vu ça dans les commentaires des internautes russes. C'est très utile. C'est au contraire. Et je pense que ça va accélérer peut-être une maturation du pays et la sortie de ce carcan idéologique et de propagande qui pèse dans les têtes, qui pèse sur les cerveaux. Françoise vous pose la question aussi, une question qui personnellement me tarabuste au même titre qu'elle, sur sans utiliser l'arme nucléaire, est-ce que sa folie à Poutine pourrait l'amener à faire des dégâts sur les centrales nucléaires, qui sont nombreuses en Ukraine, hein? Oui, oui, alors si tout dépend, et je pense que oui, c'est aussi une réponse à votre question précédente, comme il veut mettre la main sur toute l'Ukraine, il n'a pas intérêt à tout raser, sinon ça va coûter trop cher de reconstruire tout ça, le fardeau va tomber sur le budget russe, hein, s'il arrive à reconquérir l'Ukraine comme il le voulait avec un gouvernement pro-russe, il va être obligé de financer, comme il a financé la reconstruction de Grozny après avoir rasé Grozny. Donc il veut peut-être éviter de tout détruire dans la perspective de pouvoir ensuite contrôler cet espace. C'est possible. Mais encore une fois, le calcul rationnel chez Poutine a des limites. Hein. Le côté émotionnel est souvent dominant. Ouais. Ce qui pourrait, à contrario, en cas de déséquilibre en sa défaveur, l'amener justement à vitrifier la région pour dire, puisque je ne peux pas l'avoir, les autres ne l'auront pas non plus. Oui, oui, ça pourrait être le cas. Oui. Ça, c'est pas, je ne l'exclus pas, je ne le prédis pas, mais je ne l'exclus pas. Parce que, vous voyez, quand vous regardez le comportement de Poutine depuis 2007, on voit vraiment une escalade régulière, hein, des coups de force. Et en regardant l'évolution, on peut qu'être inquiet. Si cette trajectoire vers l'escalade continue, on est, comme disait Poutine, hein, il l'a dit lui-même, s'il y a une guerre nucléaire, nous, on ira au paradis et eux, ils auront tout juste le temps de crever. Hein, c'est ce qu'il a dit. Bon, vous voyez, ça montre quand même ça montre un tour d'esprit un peu spécial, cet humour-là. Qu'on peut d'ailleurs retrouver sous d'autres latitudes et avec d'autres dirigeants autoritaires. Justement, à propos d'autoritarisme, une question de Paul ou de Paul, si j'ai bien compris. Au sein de la clique au pouvoir, est-ce qu'il y a des clivages en dépit des privilèges distribués? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des... Oui, on dit qu'il y a des tours du Kremlin, il y a différentes tours. Mais là, je pense que justement depuis le Covid, le cercle autour de Poutine a diminué. Les effectifs de ce cercle dirigeant sont moindres. C'est un petit nombre de personnages qui l'entourent. Et donc, il n'y a plus ce cercle plus large où il y avait effectivement des conflits. Ben, il y a toujours, hein, dans ces régimes-là, ce sont des régimes qui ont une face de monolithique, mais quand on regarde, c'est comme l'Allemagne d'Hitler, hein, quand on regarde de près, on voit que les administrations étaient constamment en guerre les unes contre les autres et empêchaient la mise au point même de politiques cohérentes. La même chose en Union soviétique, chaque ministère, chaque administration était en guerre avec les autres. Donc on a ça fait partie du fonctionnement bureaucratique de ces régimes désinstitutionnalisés où les compétences ne sont pas réparties et réglementées, mais où celui qui est plus fort s'empare du domaine de celui qui est plus faible.
C'est un petit peu la jungle dans l'administration. Et donc, il y a des conflits, mais ces conflits peuvent être avec des connotations politiques, mais pas forcément. Ça peut être simplement des conflits pour le partage du butin. La plupart du temps, c'est le partage du butin. Et surtout maintenant, quand le butin va être nettement réduit, on peut imaginer que l'intensité des conflits pour le partage des miettes qui vont rester sera immense. Donc, ça va déstabiliser le système aussi. À propos de système, Jacques pose une question sur l'Église orthodoxe. Est-ce que le patriarche Kirill continue de soutenir Poutine inconditionnellement? Ah oui, il soutient à fond. Et ça provoque d'ailleurs une crise, je dirais, de l'Église orthodoxe en Russie. Le patriarche est tellement inféodé au pouvoir que ça discrédite l'Église orthodoxe. Et la pratique est en train de plonger, alors qu'à l'époque de Yeltsin, l'Église orthodoxe avait encore un grand prestige, mais là, elle en a de moins en moins. Justement à cause de cette connivence et puis le mode de vie luxueux. Au fond, le patriarche Kirill, c'est comme un oligarque. C'est un oligarque. Il a des montres somptueuses, des propriétés en Suisse, si je ne me trompe, etc. Donc, il vit comme un oligarque. Et bien sûr, il y a une désaffection de la population à l'égard de l'Église orthodoxe à cause de ça. Michel Salager pose une question qu'on peut se poser aussi parce que les services secrets, le KGB et puis maintenant le FSB, sont généralement des gens bien informés, assez intelligents. Est-ce que Poutine, en tant qu'ancien du KGB, peut effectivement faire montre d'une erreur d'analyse aussi immense et de ces 7 ou de ces 6 erreurs que vous avez mises en exergue, alors que, bon, il est probablement qualifié pour les éviter? Oui, mais vous savez, cette vision du KGB, héritée du KGB, c'est une vision complotiste. Et très souvent, justement, Poutine a la vision d'un agent. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le tableau complet, il pense et il traite un peu ses subordonnés de la même façon quand il parle d'opérations spéciales. Pour lui, la politique, c'est uniquement des opérations spéciales. C'est-à-dire que chaque personne concernée ne doit savoir que ce qui concerne son opération. Ce qui empêche évidemment les échanges horizontaux, et ça remonte jusqu'au sommet. Lui-même a cette vision complotiste du KGB, c'est-à-dire que d'abord sa conception de l'humanité est une conception, je dirais, KGBiste, hein, c'est-à-dire qu'il il met complètement entre parenthèses la liberté humaine. Il pense que les gens sont manipulés, qu'on peut manipuler tout le monde, on peut acheter tout le monde, on peut intimider tout le monde. Il pense que si les Ukrainiens descendent dans la rue, c'est que les Américains les manipulent, ils tirent les ficelles derrière. C'est cette vision du KGB, c'est la vision justement, et ce sont ces œillères qui provoquent l'escalade et la crise dans laquelle on est aujourd'hui. C'est parce qu'il ne reconnaît pas la part de liberté je reviens toujours à cette idée, il ne reconnaît pas la part de liberté dans le comportement humain. C'est forcément une volonté mauvaise qui complote contre la Russie, qui veut déstabiliser la Russie. Et cette mentalité-là, elle était très présente déjà sous Boris Yeltsin. Ça n'a aucun rapport avec le comportement des Occidentaux. C'est bien antérieur, c'est hérité de la période stalinienne, de la terreur stalinienne. Et ça reste prégnant. Et c'est d'ailleurs de ça que la Russie doit se guérir, hein, si elle veut sortir des ornières historiques dans lesquelles elle patauge jusqu'à présent. Puisque vous avez évoqué Yeltsin, moi je l'ignorais, mais en tout cas, Marc Magnon vous pose la question de savoir, d'abord il vous remercie pour votre conférence, et il dit « Je crois savoir que la Russie avait demandé son rattachement à l'OTAN sous Yeltsin.
Oui, il y a eu un moment effectivement où il en a été question, mais Est-ce que là, pour le coup, c'est pas encore, excusez-moi de faire toujours l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu l'accepter? c'était pas très sérieux, c'était juste un peu sous forme de boutade, hein. Que je me rappelle plus d'ailleurs à quelle époque c'était. Mais c'était pas quelque chose une demande d'une démarche sérieuse, hein. Non, le plus proche, la période de coopération la plus, enfin là où la possibilité se présentait le plus, c'était au moment du partenariat pour la paix en 94. Et là, en fait, c'était une espèce euh, comment dire, d'antichambre, hein, éventuellement à l'OTAN. Mais la guerre de Tchétchénie a complètement changé le tableau et ensuite, et puis la guerre de conflit yougoslave aussi. Donc tout ça, ça s'est perdu dans les sables, si on peut dire. Vous semblez attribuer effectivement la paranoïa à l'histoire russe, en tout cas l'histoire russe depuis Staline, on va Oui, dire. la période stalinienne, oui, oui. Et Marion inverse la proposition. Elle vous dit, depuis 89, l'Occident traite la Russie comme elle traitait l'URSS, avec une méfiance constante. Pourquoi? C'est vrai que c'est peut-être aussi un problème de notre part, de Bon, penser toujours à mal. Mais bon. non, ça c'était, je dirais que moi j'étais méfiante, mais je peux vous assurer que j'étais bien seule dans mon cas à l'époque. Moi j'étais toujours méfiante parce que je voyais monter cette vague nationaliste en 92-93 déjà, qui faisait peur, hein. C'est ce nationalisme outrancier, cette violence qui bouillonnait dans les bas-fonds. Ça m'effrayait déjà à l'époque, et je pense que les racines du poutinisme sont d'ailleurs remontent à cette période. Mais encore une fois, c'est pas la faute de l'Occident. L'Occident ne demandait qu'à encore. Je dirais que l'Occident était beaucoup trop optimiste. Il pensait qu'avec les élections, qu'avec la démocratie, le marché, que la Russie allait devenir une grande Pologne. C'était ça, c'est comme ça qu'on voyait les choses. Les pessimistes de mon genre se comptaient sur le doigt d'une main. Ceux qui s'inquiétaient, euh, se comptaient sur les doigts d'une main. Ça, je peux vous dire de mon expérience personnelle. Les Occidentaux avaient des illusions difficiles à dissiper pendant cette période. Et le mot d'ordre, c'était ne pas humilier la Russie. Vous vous rappelez Chirac, il ne faut pas humilier la Russie. C'était le grand mot d'ordre. Et Boris Yeltsin en usait et en abusait, hein. Bon, ceci dit, fort du congrès de Versailles, on a aussi des souvenirs de l'humiliation d'un peuple qui nous ont Oui, oui, mais la Russie n'a pas été humiliée. On l'a immédiatement voulu l'intégrer partout. On n'a pas traité la Russie comme l'Allemagne après Versailles, hein, le traité de Versailles. C'est pas ça, c'est il n'y a pas absolument aucune raison pour que la Russie s'estime. Non, c'est cette paranoïa stalinienne qui a continué à la travailler et qui est remontée à la surface. La Russie se sentait humiliée, mais elle se sentait humiliée de l'état dans lequel elle était, qui n'était nullement de la faute de l'Occident. C'était la faute du régime communiste, des 70 ans de communisme. Et alors, il y avait un sentiment d'humiliation, c'est vrai, mais qui a ensuite été bien sûr placé sur le dos des Occidentaux, mais ça venait justement de cet état de la Russie. Quand elle a commencé à s'ouvrir, elle s'est rendue compte de toute la distance qui la séparait des pays occidentaux et elle en a conçu un sentiment d'humiliation, mais qui était intrinsèque, qui n'avait pas de rapport avec. Alors, il y a des Occidentaux, j'en ai vu, hein, qui étaient vraiment arrogants
Mais justement, par excès d'optimisme, ils pensaient qu'on pouvait enseigner à la Russie la démocratie, le marché, etc. Ils étaient pleins d'enthousiasme comme des pionniers dans un pays, mais c'était pas, ça ne partait nullement d'une volonté d'humilier la Russie. C'était au contraire, il y avait une volonté d'accélérer la sortie du communisme pour que la Russie devienne un pays prospère et heureux, on peut dire. Est-ce que, et vous semblez dire que du coup, c'est pas seulement le parti au pouvoir, ou en tout cas les gouvernants, c'est aussi le peuple, hein. Pour ce sentiment d'humiliation Ce sentiment d'humiliation et puis ce sentiment de ne pas voir la démocratie comme la porte de sortie idéale. Alors, à l'époque de Boris Yeltsin, il y a une époque, en 91-92, où les Russes ont adhéré à cette idée massivement. Mais les difficultés qu'ils ont eues avec le passage à l'économie de marché ont discrédité l'idée, parce qu'au fond, Boris Yeltsin et les réformateurs autour de lui pensaient qu'il suffisait d'adopter la démocratie, les élections, le système multiparti, pour que tout s'arrange tout seul. Et les gens l'ont cru, ils ont cru que c'était une espèce de baguette magique, hein, que la démocratie était une baguette magique et que tout allait s'arranger très vite. Et ben, ce n'est pas ce qui a eu lieu. Il y a eu une inflation folle. Alors, les gens ont perdu toutes leurs économies en 92 quand le rouble est devenu convertible, a été libéré. Les prix ont été libérés. Ce qu'il fallait faire, bien sûr, mais il était évident que ça allait provoquer une énorme inflation et un appauvrissement de la population dans l'immédiat. Alors, beaucoup de gens se sont vus complètement, les professeurs, les enseignants, qui vivaient à peu près confortablement à l'époque soviétique, pas dans l'abondance évidemment, mais ils se sont vus tout d'un coup misérables du jour au lendemain. Et les retraités se sont vus misérables. Tout ça a été très douloureux pour la population et la démagogie qui s'est greffée là-dessus, attribuant ces malheurs à un complot occidental voulant affaiblir la Russie, bah, tout ça, ça a trouvé un terrain très favorable. Toute cette propagande a proliféré sur ce terrain-là. Mais encore une fois, les Occidentaux n'y sont pour rien, sauf qu'ils ont sous-estimé, à mon avis, les difficultés de la sortie du communisme. Il ne fallait pas les sous-estimer. Et ces difficultés n'étaient pas seulement économiques, ni même politiques, mais psychologiques. Et oui, c'était très dur. Finalement, on a peut-être avec l'exemple de la Chine une manière probablement de mieux gérer la transition, même si, en tout cas, le passage à l'économie de marché, c'est quand même mieux passé. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que l'idée de ne pas lâcher la bride politique, mais la bride économique, marche mieux que de faire le contraire presque. On n'a pas la réponse pour la Chine. Je dirais que c'est prématuré pour en juger. Moi, personnellement, je suis assez sceptique sur l'avenir du régime chinois parce que il est quand même resté très communiste et je ne crois pas qu'un pays qui fonctionne comme ça, bon, il a des succès, il a eu des succès, il a une économie, une prospérité de rattrapage très grande, mais à mon avis, le régime l'économie va plafonner et les difficultés vont se multiplier. Alors, que va choisir le régime chinois? Est-ce qu'il va se lancer comme le régime russe dans des aventures militaires ou est-ce qu'il va se réformer? Ça, c'est difficile. Je suppose qu'il va plutôt choisir la voie russe aussi. Hein. Mais tout ça, justement, ce choix-là montre quand même révèle la crise interne, une crise qui n'est pas surmontable dans le cadre d'un régime de cette sorte.
L'un des auditeurs vous pose aussi la question de savoir si finalement une des portes de sortie, ce serait de parvenir à un accord. Alors, je crois que vous n'y croyez pas, mais je vous pose quand même sa question sur tel que le propose l'Ukraine et que dans ces cas-là, Poutine pourrait être sorti au profit d'autres dirigeants. Il est possible que, oui, là, il est tout à fait possible qu'il y ait une révolution de palais. Justement, les précédents, regardez le précédent de Nicolas II, la guerre russo-japonaise a fait flamber la révolution en Russie. Hein. C'est le début des grands troubles révolutionnaires. Donc, une guerre qui tourne mal, c'est très dangereux pour un autocrate. Bon. Et l'Afghanistan aussi a précipité la fin du régime soviétique. Donc, il est possible que, effectivement, qu'on arrive à... Moi, je ne serais pas étonnée qu'on arrive vraiment à la fin du régime de Poutine. Est-ce que de votre point de vue, alors ça c'est plutôt dans le cadre de l'IHEDN, j'avais vu en tout cas un reportage qui me semblait plutôt bien fait sur l'importance croissante de l'influence de la Russie à travers notamment le groupe Wagner en Afrique, au détriment notamment des Français. Et est-ce qu'à votre avis, tout ça va être remis en question ? Ou est-ce qu'aussi, d'ailleurs, l'agacement français par rapport à la Russie ne s'est pas exprimé par rapport à ses problèmes aussi, indirects? Oui, ça a joué un rôle, certainement. Surtout la propagande menée par ces groupes et les gens de Prigojine, une propagande anticolonialiste tout à fait dans le style soviétique, encore une fois. Ça devait être très énervant, c'était sûrement très énervant pour les Français. Est-ce que la crise actuelle va... oui, si les sanctions sont maintenues, la Russie aura beaucoup moins de moyens d'action à l'étranger qu'elle n'a aujourd'hui, hein, parce que tout ça pouvait fonctionner grâce aux revenus du pétrole et du gaz, qui lui donnaient d'immenses moyens d'influence et de projection d'influence à l'étranger de différentes manières. Alors, si ces ressources-là sont épuisées, la Russie va se replier sur elle-même, elle va être obligée de se replier sur elle-même. C'est d'ailleurs pour ça que, personnellement, je pense que le régime, soit Poutine va s'adapter et comprendre son erreur, soit, mais ça c'est assez peu probable, soit le régime va changer de leader. Et toute la question sera alors dans quelle mesure il change de politique en profondeur. C'est pour ça que j'insistais sur les métamorphoses. Il faut toujours se fonder sur les évolutions de politique intérieure pour comprendre ce que va être la politique étrangère. Parce que c'est toujours, il y a un lien vraiment très, très fort, surtout dans toute l'histoire russe d'ailleurs, entre la politique intérieure et la politique étrangère. Donc, il faudra suivre l'évolution interne du régime s'il change de leader pour voir s'il y a un changement en profondeur ou s'il s'agit de simplement rafistoler les relations avec l'Occident et repartir de plus belle avec un peu plus d'intelligence que précédemment. Puisqu'on en est dans un jeu à trois bandes, et pour ce qui me concerne, en tout cas, ce sera la dernière question, parce que le temps passe. Il y a des questions qui vous étaient posées, qui étaient des questions, de mon point de vue, en tout cas, très pointues, très spécifiques. La Turquie, en fait, disons, alliée par défaut hein, sur le terrain de la Libye, de la Syrie. On voit que hein, les Russes et les Turcs ont parfois, même s'ils n'ont pas les mêmes intérêts, des partages un peu osés. Oui, c'est ça. Alors, la Turquie, qui était, suite à l'intervention du président Macron disant que l'OTAN était en état de mort cérébrale, s'était fait le porte-drapeau assez actif et injurieux de l'OTAN.
Est-ce que vous connaissez leur position ou est-ce que vous connaissez la position russe par rapport aux Turcs? On a l'impression qu'ils sont très, très silencieux là. Maintenant, oui, ben, les Turcs ils sont toujours ambivalents face à la Russie. D'un côté, il y a des intérêts économiques. Hein, la Turquie est liée par des intérêts économiques, donc gaz, etc. Même une centrale nucléaire. De l'autre, il y a une méfiance et une rivalité aussi entre la Turquie et la Russie. Rivalité en Asie centrale, avec l'influence turque qui devient de plus en plus sensible en Asie centrale. Et puis, sur la question de l'Ukraine, alors là, les positions sont opposées, puisque la Turquie, évidemment, soutient, elle n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée, elle est très, très intéressée par la question de la Crimée, le sort des Tatars de Crimée. Et puis, elle a aidé l'Ukraine, elle a armé l'Ukraine, elle arme l'Ukraine depuis longtemps, et sérieusement, avec ces fameuses drones Bayraktar, très efficaces. Donc, elle est très engagée du côté de l'Ukraine, militairement. Et donc, alors, c'est une relation extrêmement conflictuelle, conflictuelle et en même temps de brouille et de réconciliation selon les moments, avec des hauts et des bas. La guerre des tomates, les boycotts d'importation de tomates de Turquie, la fermeture au tourisme. Les Russes ont beaucoup de moyens de pression sur la Turquie parce que le tourisme russe rapporte énormément à la Turquie. La Turquie est le lieu favori des touristes russes. Donc la Russie a des moyens de rétorsion, mais la Turquie, en même temps, Erdogan était un des leaders qui osait s'opposer à Poutine, beaucoup plus que les leaders des pays des pays occidentaux. Très bien, écoutez Françoise, mille merci pour ces éclairages, une fois encore experts et fort bien renseignés. J'ai été moi-même un peu poutinien ce soir parce que, contrairement à d'habitude, je vous ai posé l'ensemble des questions. Et je vous prie de m'excuser, et je prie de m'excuser aussi l'auditoire, parce que en fait, il y avait tellement de questions, contrairement à d'habitude, que si on avait laissé les uns et les autres s'exprimer, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. En tout cas, on a pu, si vous voulez, accroître un peu la rythmique de nos questions. Il y avait des éclairages probablement ou des questions beaucoup plus savantes à votre endroit. Je prie les uns et les autres de bien vouloir m'excuser de ne pas les avoir posées, mais je crois que ça n'aurait intéressé que les experts. Là, on a eu des questions relativement… Je n'aurais pas forcément été capable de répondre. Si, certainement, certainement. Si, parce que certaines de ces questions expertes posaient davantage le problème sur la politique intérieure de la Russie. Qui, je crois, est l'un de vos champs de compétences majeurs. Bon, j'ai une série, si vous voyez le chat, de grands remerciements à votre endroit. Je vois, oui. Merci à tous. Je m'associe à eux. Mille merci, Françoise, de votre temps, de votre générosité et puis de ces réponses à de nombreuses questions. Je vous enverrai bien évidemment notre vidéo et puis Thierry la mettra en ligne avec votre accord si vous en êtes d'accord. Oui, très bien. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Merci d'avoir été là ce soir et à très vite pour d'autres conférences. Peut-être moins dans le feu de l'actualité, si j'ose dire, mais ce soir, nous avions fait, grâce à vous, très fort. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, Françoise. Merci. Bonne soirée.